Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à l'accélération du déploiement de vos applications. Nous avons attendu un petit peu pour que tout le monde arrive. Je suis donc Mathieu Bonnard, le CIO et fondateur de Fabric. Je vous en parlerai en fin de présentation. Je vous embête pas avec ça au démarrage. En termes, juste un petit point d'organisation, sur ce webinaire, nous avons évidemment coupé les micros de chacun. En revanche, vous pouvez évidemment poser vos questions en cours de présentation. J'y répondrai volontiers durant la présentation. Nous avons aussi quelques petites questions à vous poser sous forme de sondage qui apparaîtront en cours de la présentation. Et je vous propose d'ailleurs de commencer avec un premier sondage qui est lié évidemment au titre de ce webinaire. Quels sont pour vous les freins aujourd'hui du déploiement de vos applications, du delivery de vos applications au sein de votre organisation, de votre entreprise? On reviendra sur les résultats un petit peu plus tard. Je vous laisse répondre. On y reviendra tout à l'heure. Pour préparer cette présentation, j'ai une phrase qui m'est revenue de Melvin Conway. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent aujourd'hui la phrase qu'on nomme aujourd'hui la loi de Conway. Alors Melvin Conway était un programmeur qui en 1968 a soumis un texte à la Harvard Business Review et qui dit en français traduit, ça donne un petit peu toute organisation qui conçoit un système produira un design, une architecture du système qui sera une copie de la structure de communication de l'entreprise. Alors plus simplement, l'organisation des équipes influera, voire même plus que ça, donnera la structure de l'application du produit de cette organisation. Alors on y croit ou on n'y croit pas. Cette loi de Conway a été prouvée bien plus tard par le MIT sur le fait que les organisations effectivement influaient sur la conception elle-même des applications. Donc organisation et architecture sont évidemment intimement liées. Et cette loi de Conway évidemment, moi je suis quelqu'un d'assez technique, j'aime beaucoup les sujets d'architecture et d'infrastructure. Évidemment, on va en parler, on va parler de microservices et de containers. Mais il y a un sujet évidemment extrêmement important avant ceci, qui viennent bien avant. Il s'agit évidemment des sujets d'organisation. Et quand on va parler d'accélération de déploiement des applications, le premier sujet à traiter, c'est un sujet d'organisation. On parle d'agilité et de démarche DevOps. Ça fait partie des premiers sujets. Donc, on va parler dans un premier temps de l'organisation, d'agilité et de démarche DevOps. J'enchaînerai ensuite sur un sujet d'architecture applicative, puisque c'est aujourd'hui, on parle beaucoup de microservices. L'objectif étant de construire une architecture qui permet les évolutions au sein de votre SI. Et enfin, on parlera d'infrastructure. Tous ces sujets sont évidemment liés. On parlera d'infrastructure qui est très proche des microservices, qui a permis l'émergence des microservices sous la forme de containers. Je partage un peu avec vous les résultats du sondage, donc qui étaient quels sont les freins concernant le déploiement de vos applications. 71% d'entre vous ont répondu, c'était une question à choix multiple, donc le manque de communication entre les équipes de développement et opération, un véritable sujet humain, parce qu'on parle de démarche DevOps, et également un manque de réactivité ou d'automatisation de l'infrastructure. Donc on va évidemment parler de ces sujets, on va parler de DevOps et on va parler de containers. Ça tombe plutôt bien.
Donc commençons tout de suite par le sujet de l'organisation, notamment de l'organisation de la DSI, mais l'organisation aussi de l'entreprise. On va parler d'agilité. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà démarré une démarche d'organisation agile, de mise en place de méthodologie agile sur vos projets de développement applicatif. Et c'est l'objet du deuxième sondage. Quel est votre niveau d'usage des méthodes agiles? On en reparle juste après. Alors, si certains d'entre vous ont déjà démarré une démarche agile, peut-être avez-vous lu le manifeste agile. C'est pas forcément obligatoire, évidemment, mais on y reprend les grands principes qui ont été édictés par les 17 grands noms du développement logiciel en début des années 2000, en 2001 exactement. Et le premier grand principe me semble extrêmement important, voire même le plus important dans la démarche agile, puisqu'on parle beaucoup des rituels, des processus à mettre en place. Certains, j'imagine, connaissent les daily meetings, les rétrospectives. Mais finalement, au fond, le plus important est donné par le manifeste agile, ça va être la communication et les hommes. Le grand principe dit les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Traduit en français, les hommes plutôt que les outils, plutôt que les processus. Et c'est évidemment un des points cruciaux de l'agilité, au-delà effectivement des processus, du processus itératif et de la capacité d'adaptation qui sont quand même des grandes caractéristiques de la démarche agile. J'aimerais simplement revenir, puisque c'est un des points les plus importants évidemment, parce que on touche à l'humain, donc c'est le changement au sein de l'entreprise. On parle d'une meilleure communication, une meilleure cohésion au sein des équipes. Et à ce titre, je reprends des termes qui sont plutôt liés à l'architecture logicielle, mais c'est pas innocent, on en reparlera tout à l'heure. Je parle de couplage entre les équipes et de cohésion au sein des équipes, puisque l'idée générale de l'agilité, c'est de mettre en relation les différents acteurs, plus que ça, même de rapprocher et de mettre autour de la table les différents acteurs d'un projet. Alors très rapidement, tout le monde a compris qu'il fallait mettre en, en communication les métiers, ceux qui possédaient le besoin fonctionnel, et les développeurs, ceux qui allaient produire l'application. On en reparlera tout à l'heure, mais on en oublie en faisant ça. On oublie évidemment très souvent les ops, mais ça peut être également des profils un petit peu spécialisés. Si on prend le cas de Spotify, qui écrit beaucoup sur l'organisation qu'ils mettent en place au sein de l'entreprise, ils font appel pour leur player, réellement la fonction de lecture du player Spotify. Ils mettent en place des ingénieurs du son à l'intérieur des équipes agiles, qui font entièrement part de chacune des équipes agiles qui travaillent sur la lecture audio. Donc on parle de grande cohésion au sein de ces équipes, puisque le but c'est que ça communique un maximum à l'intérieur de chacune. Et l'idée évidemment c'est d'atteindre un faible couplage, c'est-à-dire une faible dépendance vis-à-vis des autres équipes. Ça, on en reparlera. L'idée, c'est d'atteindre une forte autonomie sur chacune des équipes pour qu'elles puissent avancer librement, sans être bloquées, sans en attendre quelque chose d'une autre. Donc, couplage et cohésion, vous retenez. On va en reparler quand on parlera d'architecture applicative. Je reviens juste sur le résultat du sondage. Aujourd'hui, à ce webinaire, visiblement, personne n'a démarré de projet en méthodologie agile. C'est une bonne chose qu'on en parle durant cette présentation. Donc, je reviens sur l'idée de couplage et de cohésion au sein des équipes, puisque encore une fois, le plus important au sein de l'agilité, d'une méthodologie agile, c'est de rapprocher les gens. Et on le voit aujourd'hui, ces dernières années,
on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup travaillé autour de l'ingénierie pour améliorer la communication, une forme d'ingénierie du moins, pour améliorer la communication au sein des équipes. On en parle de pizza team, de double pizza team. Essentiellement, c'est de maximiser les échanges au sein des équipes. Alors, on a eu des études pour connaître la taille idéale pour que ça communique au mieux au sein des équipes. On parle de facilitateurs dans le cas de certaines méthodologies comme Scrum ou Kanban ou n'importe quelle méthodologie. L'idée, c'est encore une fois de maximiser le nombre d'échanges, puisqu'on a bien compris que c'est de là que naît la productivité au sein d'une équipe de développement applicatif. Et un des points importants qui n'est pas forcément mis en œuvre, c'est notamment la colocalisation des équipes. Faire travailler des équipes ensemble, c'est pas simplement leur expliquer qu'ils font partie du même projet, c'est également les mettre autour de la table, physiquement, autour de la même table. Pour vous donner une petite anecdote, euh, fin d'année dernière, lors d'un audit agile qu'on menait dans une grande entreprise. Ils avaient déjà démarré depuis quelques mois certains projets en démarche agile. Mais on est arrivé pour le kick-off. Ils nous ont invités pour le kick-off pour cet audit de maturité. Et lors du kick-off, on s'est rendu compte que tout autour de la salle de réunion dans laquelle on était, il y avait tous les outils du management visuel agile. Il y avait l'ensemble des post-it, il y avait les boards, il y avait les gens qui étaient attitrés aux différents projets. Donc ça, très bien. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était leur salle de travail. Et finalement, après les réunions qu'ils faisaient à l'intérieur de cette salle de travail, ils retournaient dans leurs équipes. Donc finalement, ils travaillaient pas ensemble au quotidien. Ils n'étaient pas physiquement, ils pouvaient pas partager et communiquer ensemble autour d'une même table, à part lors de grandes réunions. Donc c'est un point sur lequel il faut réfléchir. L'idée, c'est à partir du moment où on investit sur une meilleure communication des différents acteurs, l'idée, c'est de les mettre au quotidien autour de la même table. Et autour de cette table, euh, on en reparlera un petit peu après, mais les ops, encore une fois, sont assez peu présents. Et l'idée générale de les mettre également autour de rapprocher ces différents acteurs, c'est que l'équipe elle-même doit être autonome. Le but, c'est que l'ensemble des acteurs projets qui sont autour de la table, qui constituent l'équipe projet, puissent construire de manière totalement autonome leur application, leur projet, qui dépendent pas d'autres personnes, ni à terme managérial, qu'ils n'aient pas besoin d'une hiérarchie pour valider la plupart des points, et qu'ils n'aient pas besoin d'une autre équipe pour avancer. Malgré tout, il faut garder un certain alignement. L'objectif, c'est d'éviter que chacun utilise des outils ou construise des choses qui sont pas alignées avec la stratégie de l'entreprise ou au moins avec la stratégie de l'IT. Donc, il y a des grands modèles plus récents que les grandes méthodologies agiles. Il y a certains modèles, où on appelle ça des frameworks comme SAFe, typiquement, qui donne quelques indices sur comment conserver un alignement des différentes équipes agiles qui travaillent de manière autonome, encore une fois, parce que le but, c'est qu'elles conservent leur autonomie tout en gardant un alignement. J'ai repris les termes, encore une fois, que Spotify décrit. Encore une fois, je vous conseille de lire enfin, et en plus, c'est pas extrêmement long, ce que Spotify a écrit sur ce thème-là. L'idée, c'est que on constitue des formes de communautés transverses aux différentes équipes agiles. Rien de managérial là-dedans, il y a pas de hiérarchie. On forme des communautés pour approcher des compétences qui sont similaires au sein des différentes équipes. Typiquement, ça peut être une communauté de développeurs, une communauté d'UX, de designers, voire même côté métier, des communautés métiers, tout simplement pour qu'ils puissent échanger.
Et selon Spotify, j'aime beaucoup le terme, on voit apparaître une forme de pollinisation des bonnes pratiques, puisqu'à partir du moment où il y a une bonne idée qui fleurit au sein d'une équipe, elle va être, comment dire, disséminée sur les autres à partir du moment où elle est bonne, elle est perçue comme une bonne idée par les autres équipes. Alors évidemment, il y a toujours besoin d'un petit peu de, comment dire, de cohérence ou de coordination, disons, au sein de ces communautés. On peut voir apparaître certains leaders de communautés, mais sans qu'il y ait quelque chose d'imposé en termes de pratiques, en termes d'outils ou de méthodologie au sein de ces communautés. Encore une fois, l'idée, c'est que les équipes agiles elles-mêmes restent purement autonomes. Et pour aller chercher cette autonomie, encore une fois, je reviens, et c'est extrêmement important, et on l'a vu apparaître dans le premier sondage, les opérations, encore une fois, hein, puisque on parle de démarche DevOps de manière un petit peu plus récemment que les méthodologies agiles, mais déjà à l'époque, il s'agissait d'aller les mettre autour de la table, puisqu'ils faisaient partie des acteurs du projet. Si on ne communique pas avec les ops, on va avoir plusieurs problèmes apparaître, et le premier, ça va être un problème de déploiement évidemment de l'application si on n'a pas impliqué les opérations dès le démarrage. Et c'est l'objet du sondage que je vous propose maintenant. Quelle est l'implication au sein de votre organisation des équipes opérations vis-à-vis des projets applicatifs, sans parler nécessairement d'équipes agiles? Quel est le niveau d'échange entre les opérations et vos développeurs et vos équipes de développement? Donc, si on cherche de l'autonomie, on va vouloir que les équipes agiles, si on va jusqu'au bout, puissent déployer autant que construire l'application. Et ça, c'est un terme qu'on reprend du patron d'Amazon. You build it, you run it. L'idée, c'est que l'équipe puisse concevoir, architecturer, développer, mais aussi déployer l'application de manière totalement indépendante et autonome. Et donc, nécessairement, on a besoin des opérations, sous une forme ou sous une autre, pour déployer son application. Et ça, c'est évidemment, encore une fois, un gros changement humain dans l'entreprise, puisque l'objectif, c'est évidemment de faire participer les ops et qu'ils se sentent autant impliqués que les développeurs sur le projet applicatif, ne serait-ce que pour intervenir sur les sujets de résilience, d'exploitabilité de l'application. Juste avant de passer sur le prochain slide, je vous partage les résultats sur l'implication des équipes opérations. C'est relativement partagé, mais on est entre les opérations qui reçoivent des procédures de déploiement de la part des développeurs. C'est souvent un sujet, un manque de fluidité entre les deux équipes, puisque l'idée, c'est évidemment pas que les développeurs réalisent des procédures écrivent des procédures, et il y a souvent un effet de ping-pong entre les deux équipes sur ce qui doit y être inscrit à l'intérieur de ces procédures. C'est évidemment beaucoup plus simple quand les deux équipes se parlent de manière beaucoup plus fluide. Quand les opérations peuvent intervenir et assez tôt sur le projet applicatif, c'est évidemment souvent un gage de réussite. C'est jamais évident de faire participer à plein temps, évidemment, les opérations dans un projet agile. Il y a certains projets qui le permettent, d'autres où les opérations devront prendre part à plusieurs projets applicatifs, parce que souvent ils ont pas forcément la capacité de ne faire que ça. J'ai une première question. N'oubliez pas que vous pouvez les poser durant la présentation. J'ai une première question sur comment je m'organise lorsqu'un projet applicatif ne peut occuper un ops à temps plein dans une équipe agile.
Alors c'est ce que je disais, les opérations peuvent pas forcément prendre part à plein temps à un projet, agile. C'est pas forcément, on s'appelle pas tous, Google ou Facebook. C'est, évidemment pas évident, de mettre quelqu'un à temps plein sur un projet applicatif alors que c'est, des opérations. A priori, ça prend pas énormément de temps. Mais on va le voir, il y a quand même un certain nombre de sujets qui éviteront aux opérations de travailler sur des sujets purement infrastructure à partir du moment où ils interviennent sur la partie applicative. Donc déjà, s'ils passent un petit peu plus de temps avec les applications, on va s'apercevoir qu'ils vont passer moins de temps ensuite sur le déploiement, sur l'infrastructure en elle-même. Ensuite, évidemment, ils sont pas nécessairement autour d'une même table tout le long du projet. Ils peuvent à la fois bosser sur plusieurs équipes agiles, ça peut être quelque chose qui est envisageable, ou bosser sur leur ancien périmètre, sur de l'infrastructure de virtualisation ou du stockage à partir d'une table ou d'une équipe agile. Je pense que c'est plus profitable de les faire participer à des équipes agiles plutôt que de les laisser dans leur silo d'opération et qu'ils viennent que de temps en temps au daily meeting ou à certaines réunions avec les développeurs. Un des points les moins évidents, on va dire, sur une démarche DevOps, c'est-à-dire sur la capacité des opérations à intervenir en amont dans l'application pour améliorer l'exploitabilité, la configurabilité et la résilience finalement du SI. C'est de leur faire prendre conscience que ils ont une capacité d'intervenir, pas forcément personnellement au niveau du code applicatif. Ils n'ont pas forcément les compétences pour aller développer au sein des applications, mais ils peuvent au moins en échanger avec les développeurs pour pouvoir travailler sur et ça, il faut évidemment qu'ils se sentent en capacité de le faire, ne serait-ce que les développeurs leur laissent la capacité d'intervenir pour améliorer la résilience, l'exploitabilité de l'application. Et on le voit bien, c'est jusqu'ici, encore une fois, le niveau de disponibilité, la résilience était un sujet purement centré sur l'opération. Et le périmètre de maîtrise des opérations, c'est évidemment l'infrastructure. Donc, toute la résilience aujourd'hui, on la voit essentiellement portée par l'infrastructure. On a tous construit des SAN mirrorés sur plusieurs data centers, des grandes plateformes de virtualisation avec plusieurs hyperviseurs pour la redondance, des clusters de bases de données de manager. Et finalement, assez peu de choses sont portées par l'application, alors que il est souvent bien plus simple de faire porter la résilience au niveau de l'application plutôt qu'au niveau de l'infrastructure où c'est beaucoup plus cher. On le voit apparaître notamment ces dernières années avec toutes les solutions de software defined data center, avec de la résilience qui est portée au niveau du logiciel et non plus au niveau purement du matériel qui lui est redevenu euh, beaucoup plus simple, avec des serveurs beaucoup plus simples, du stockage qui peut être à l'intérieur des serveurs et non plus sous la forme de grosses baies de stockage. Ça peut être typiquement au niveau de l'application de faire porter je pense souvent à cet exemple-là, les sessions utilisateurs au niveau d'une base de données Redis plutôt que de les faire porter sur le système de fichiers, comme c'est fait par défaut dans comment dire, une application comme PHP par exemple. Et sur lequel du coup les ops sont obligés de construire des systèmes de fichiers partagés. On fait beaucoup plus simple avec un Redis qui porte les sessions et qui va les partager sur l'ensemble des instances redondées des applications. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres où on peut intervenir beaucoup plus simplement au niveau de l'applicatif. Il y a beaucoup de choses encore à dire évidemment sur l'agilité et le DevOps. Je vais m'arrêter là pour le sujet de l'organisation. On va enchaîner sur l'architecture applicative, puisque après l'organisation,
on est aujourd'hui capable de construire des architectures applicatives qui permettent, une caractéristique de l'architecture en elle-même, qui permettent les évolutions. Et je vais commencer par un sondage sur vos projets applicatifs, et notamment, est-ce que vous avez des projets applicatifs aujourd'hui sur lesquels les évolutions mènent régulièrement à des incidents de production? Est-ce que vous avez vécu des douleurs lorsque vous déployez vos applications, lorsque vous évoluez, adaptez vos applications? Est-ce que vous avez des projets applicatifs compliqués d'intervenir? Alors, je vais partager les résultats juste après ce premier slide. On voit que très simplement sur la durée de développement, du moins sur la durée de vie d'une application, on voit évidemment que au fil du temps, la complexité d'une application, du développement de l'application du moins, augmente. C'est relativement évident, on rajoute du code, des fonctionnalités, les équipes peuvent changer, ça devient compliqué. Et plus l'application comment dire, et possède une grande durée de vie, plus on a une complexité à la faire évoluer. Alors j'ai entendu récemment lors d'une conférence que l'objectif dans une équipe de développement, c'est d'éviter d'avoir besoin de rockstar. On peut en avoir, mais l'idée c'est qu'ils ne soient pas indispensables. Évidemment, quand on commence à avoir des outils, des applications extrêmement compliquées à faire évoluer, on fait souvent appel à des compétences de plus en plus complexes. Alors c'est évidemment des compétences qui coûtent cher pour l'entreprise, et puis c'est tout un sujet en termes de management et de gestion. Je reviens sur le sondage. Vous êtes 57% à avoir des projets applicatifs sur lesquels il est compliqué de faire des évolutions. Donc on va parler d'une des solutions qu'on voit apparaître aujourd'hui sous la forme d'une architecture logicielle adaptée dans ces cas-là, et qu'on nomme les microservices. Alors aujourd'hui, la plupart des applicatifs sont construits sous la forme de monolithes. La principale manière de développer une application, c'était de construire en un seul bloc une application avec un certain nombre de fonctionnalités qui étaient évidemment une classe qui étaient imbriquées entre elles. Et quand on parle de factorisation de code, si on parle techniquement, on va fortement coupler finalement les différentes fonctionnalités au sein du même composant. Ça va être ensuite très compliqué avec le temps d'intervenir sur le code sans avoir un effet sur une fonctionnalité ou sur une autre, sachant qu'on veut faire et parfois évoluer juste une simple méthode. On va avoir des effets sur l'ensemble du monolithe. L'idée du microservice, très simplement, ça va être de les séparer, ces différentes fonctionnalités, suffisamment finement pour voir apparaître une fonction simple par microservice. Donc là où on peut avoir d'envoi de notifications, de gestion de contenu, de recherche, que jusqu'ici on développe sous la forme d'un seul et même gros bloc, un seul et même monolithe. On va séparer ces composants sur projets applicatifs séparés. Et l'idée, c'est évidemment de poser ces frontières, les fonctions. C'est relativement évident quand on affiche un schéma simple, ça l'est moins évident dans les cas spécifiques.
qui sont les vôtres. Et je reprends les termes que je reprenais sur les étagiers. On va chercher à avoir un faible différents microservices entre les différentes fonctions. Si on parle du mailer, de la facturation, on va chercher à ce qu'elles soient totalement indépendantes les unes des autres. Évidemment, c'est jamais comment dire, les fonctions du SI ont besoin de communiquer, mais on va chercher un couplage très faible. À la fois en termes techniques, on va chercher comment dire, des protocoles de communication qui permettent de remplacer les composants facilement, qui vont permettre de faire évoluer les composants de manière totalement indépendante et quand même pouvoir fonctionner. Et on va chercher évidemment une forte cohésion à l'intérieur de chacun des microservices. On dit souvent que si on a besoin de trop traverser la frontière d'un microservice, c'est probablement qu'on a posé la frontière au mauvais endroit. Et évidemment, quand il y a énormément de communication entre deux microservices, il faut se reposer la question si on l'a bien positionné au bon endroit, cette frontière. Et l'idée, c'est que chaque microservice fasse sa fonction et de manière simple, efficace et relativement autonome. Donc, on parle de forte cohésion et de faible couplage. J'ai une petite question supplémentaire qui est: je souhaite anticiper une éventuelle migration vers les microservices. Est-il possible de préparer le terrain sur mes développements en cours? Alors, oui, si vous avez des monolithes en cours de développement, c'est comme ça, ou si jamais vous avez un projet, vous n'avez pas forcément démarrer tout de suite sous la forme de microservices, vous pouvez déjà poser des premières bases qui vont vous permettre de le découper plus tard. Techniquement, on va de données, même si on parle d'un seul et même bloc applicatif, on va quand même faire des bases séparées, qui peuvent être hébergées sur le même moteur, mais on fait des les séparer simplement. Et c'est qu'ils partagent le moins de code, de moins factoriser le code entre et de le séparer plus. On va rendre beaucoup plus utile la capacité de prise en charge d'un microservice. Le directeur technique de Clever Cloud, qui est un provider de cloud français qui construit ses applicatifs en microservices, explique aujourd'hui en une semaine un nouveau développeur qui arrive au bout d'une semaine est capable de autonome sur le déploiement de son application. Il est capable de faire des modifications et de déployer l'application. Alors, a priori, c'est une technique pour voir l'écran. Je vais repartager mon écran. Voilà, c'est reparti. Je parlais du coup de la capacité de prise en charge d'un microservice. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est compliqué d'intervenir sur un gros bloc monolithique complexe avec énormément de code et de fonctions imbriquées. L'idée du microservice, c'est qu'on puisse intervenir simplement, on comprenne facilement la base de code qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus simple.
Et un développeur lambda, hein, sans que ce soit négatif, pourra facilement intervenir, comprendre le code et intervenir rapidement dans votre organisation pour faire évoluer le code. Il n'aura pas besoin d'avoir un historique dans votre entreprise ou d'avoir des longues années pour comprendre comment le code a été construit et comment il fonctionne. L'idée, c'est de revenir sur des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus simples à comprendre, surtout quand on le voit, et d'être capable de le déployer rapidement. Le deuxième, c'est la capacité d'utiliser des technologies adaptées sur chacun des microservices. Souvent, on fait un compromis, on fait porter beaucoup de fonctionnalités sur un seul et même composant applicatif, et donc on fait un compromis en termes de technologie pour que ça corresponde à l'ensemble des besoins du bloc applicatif. On va avoir une base SQL parce qu'à un endroit dans le code ou dans les fonctions, on va avoir besoin de stocker des données de manière transactionnelle. On va utiliser des langages qui finalement correspondent plus à ce que les équipes maîtrisent le mieux, mais sans forcément faire attention à ce qui pourrait être plus adapté au service en question, aux fonctions en question. Alors on parle de services polyglottes quand on parle de microservices, parce que l'idée c'est de pouvoir utiliser à la fois le langage, des bases de données, des outils qui sont le plus adaptés possible à la fonction qu'on va porter. Donc typiquement, on va utiliser des langages qui permettent de maximiser les performances et la concurrence sur du traitement d'image, typiquement. On va utiliser des bases de données Elasticsearch dans les cas de recherche avec Java parce que c'est le plus utilisé autour d'Elasticsearch et que les librairies sont bien construites. On va utiliser du Node pour le mailer parce que c'est un langage qui exploite bien la gestion d'événements. Voilà, on va pouvoir utiliser les bonnes technologies. Alors c'est évidemment facile à dire et pas forcément facile à appliquer au sein d'une équipe de développement qui utilise, enfin qu'on a construit jusqu'ici pour parler le même langage de développement. Mais les développeurs aujourd'hui, petit à petit, viennent de plus en plus ouverts aux différents langages et pas forcément uniquement fixés sur un. Donc, on va être capable de construire des outils qui sont des applications qui vont être développées dans les langages adaptés à la fonctionnalité. Dernier avantage, même si il peut y en avoir d'autres, c'est pas exhaustif, mais la capacité de déployer de manière totalement indépendante les fonctions euh, les unes des autres. On a la capacité de pouvoir scaler chacune des fonctionnalités sans forcément faire porter les autres fonctionnalités à l'intérieur. L'idée, c'est d'éviter d'avoir à déployer 10 monolithes parce qu'à l'intérieur, on a une fonction qui prend énormément de temps, qui réalise typiquement le traitement d'image et sur lequel on a besoin d'énormément de puissance. Les autres fonctionnalités en ont pas besoin. Donc là, on va pouvoir multiplier au besoin les outils de notification ou d'envoi de mail qui nécessitent assez peu de puissance. On va pas les déployer énormément. Les outils de traitement d'image, évidemment, on va pouvoir les multiplier au besoin, voire même scaler dynamiquement suivant le besoin. Ça paraît peut-être un petit peu facile comme ça, mais l'idée c'est que comme les microservices sont très simples, il est souvent beaucoup plus gérable de les déployer euh, de manière indépendante et sans qu'il y ait des compliqués à mettre en place pour paralléliser le traitement. Alors, vis-à-vis de tout cet outillage autour des microservices, on va parler notamment des prérequis, puisqu'il y en a un petit peu. On parle d'une complexité quand on met en place des microservices, surtout lié au nombre de microservices. On arrive très rapidement à une dizaine, vingtaine, trentaine de microservices en développement, même pour des applications de taille raisonnable. Et donc, la complexité vient surtout du nombre.
Et donc, on est souvent en nécessité de déployer de manière totalement automatisée. C'est difficile voire même quasiment impossible de lancer un projet d'architecture microservice sans avoir déjà réglé les notions d'automatisation, d'intégration et de déploiement. Donc, on parle systématiquement d'intégration et de déploiement continu dans les cas de microservices. Mais on parle aussi d'infrastructures capables de déployer rapidement. Si on est obligé de demander une machine virtuelle aux opérations à chaque fois qu'on a un microservice à déployer, ça va être assez compliqué, finalement un plus grand frein qu'autre chose. La deuxième chose, c'est comment dire, la visibilité sur l'architecture applicative en général. Monitoring au sens large, mais ça va être aussi des questions de traçabilité des requêtes, puisqu'une seule et même demande utilisateur va traverser beaucoup plus de composants qu'avant. C'est beaucoup plus simple, évidemment, de suivre une requête à l'intérieur d'un même bloc applicatif, puisque ça va être de simples appels de méthode. Finalement, c'est plus simple à suivre pour un développeur qu'à travers des appels réseau entre les différents microservices. Donc, il y a évidemment des outils pour ça. Il y a des outils comme OpenTracing, comme Zipkin, qui permettent de suivre une requête à travers les différents microservices en incrustant à l'intérieur des appels des ID de corrélation, typiquement. La même chose pour les logs applicatifs et les outils de monitoring. Il y a des outils qui sont adaptés pour centraliser les logs. Alors, on déploie des stacks ELK, etc. Ça va devenir quasiment obligatoire de les déployer parce qu'on va avoir énormément de composants distribués sur son infrastructure et que ça va être compliqué sans cet outil de suivre les logs au sein de son infrastructure. Suite à ces prérequis, il y a évidemment un certain nombre de bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, comme on parle de patterns de coupe-circuit, le circuit breaker typiquement, tout simplement parce que lié aux appels, au nombre d'appels réseau qu'on va réaliser à travers ces différents microservices, on va devoir renforcer les outils de résilience. On va pas faire simplement de out ou de rappel de microservices quand ça ne fonctionne pas. On va mettre des systèmes plus complexes et on va devoir la gérer cette coupure réseau parce qu'il peut y en avoir beaucoup et donc les microservices doivent rester encore une fois indépendants et faiblement couplés. Et donc l'idée c'est que si un appel réseau est en échec, un appel à un autre microservice est en échec, qu'on soit en capacité de pouvoir répondre quand même de manière cohérente à l'utilisateur ou au client de ce microservice, avec une erreur compréhensible, avec quelque chose qui remonte de manière cohérente finalement dans l'interface utilisateur ou dans l'interface du client. Voilà pour les microservices. On va passer à l'infrastructure et notamment parce que l'émergence des microservices est beaucoup liée aussi aux infrastructures récentes, notamment les conteneurs, qui ont permis de déployer de manière beaucoup plus fine les services en question. Même si le grand nom qui a fait apparaître les microservices ou qu'on voit apparaître en premier, le pionnier sur les microservices, c'est Netflix, et qui déploie son infrastructure microservices sur des machines virtuelles encore aujourd'hui. Les infrastructures telles que Docker ou la containerisation a beaucoup aidé aussi à l'émergence des microservices. Alors, comment on peut parler des containers? Alors, la première image qu'on voit apparaître souvent, c'est une forme de comparaison avec les machines virtuelles. On parle de consolidation beaucoup plus légère grâce aux containers. Alors, je reprends l'image qu'on prenait déjà à l'époque des machines virtuelles. On a le socle physique avec des applications et souvent on mutualisait ce serveur physique pour faire héberger plusieurs applications. On a vu apparaître grâce à la machine virtuelle une meilleure segmentation où au-dessus de son hyperviseur, on a pu déployer un certain nombre de machines virtuelles. C'était moins coûteux de séparer les applications par système. Parce que ce système était virtuel. Donc, on avait une forme de grosse application par machine virtuelle.
ce qui a permis évidemment de mieux segmenter, de mieux découper ces applications. Aujourd'hui, on en arrive à un niveau encore beaucoup plus fin, puisqu'on va mutualiser également la couche de système d'exploitation, qu'on va pas refaire apparaître dans chacun des containers, où on va enfermer exclusivement l'application et ses prérequis, ses dépendances. Donc on va retrouver des middleware, et puis les outils, les serveurs d'application, les serveurs web à l'intérieur du container, ça va être beaucoup plus léger. Donc en termes de consolidation, on va mettre beaucoup plus par machine physique, mais surtout on va pouvoir découper extrêmement finement le on peut le voir aussi sous la forme d'une capacité de déploiement beaucoup plus rapide, beaucoup plus on voyait encore une fois sur les machines physiques maintenant on parle de plusieurs dizaines d'années, mais les déploiements qui étaient évidemment très longs, parce qu'il fallait aller en data center, racker le serveur, les brancher, etc., etc. Et du coup, on avait un déploiement qui était assez long. Sur les machines virtuelles, on a évidemment beaucoup amélioré le mécanisme. Alors, je parle de minutes dans mes slides, évidemment, c'est souvent un petit peu plus long. Quand on demande à son équipe opération de déployer une machine virtuelle, il s'agit aussi de mettre à jour le système, de le configurer, etc. Et ça prend évidemment un peu de place. Avec les containers, on parle de secondes, et encore, c'est pas tout à fait vrai. On peut parler de millisecondes même. En termes de déploiement, c'est une qui est extrêmement rapide, et notamment lié à la légèreté du container en lui-même. L'image qui peut apparaître comme sous la forme d'un template de machine virtuelle dans le nom des containers fait quelques mégaoctets, qui contient exclusivement l'artefact de l'application et ses middleware. Et donc, on va pouvoir la descendre très rapidement sur un serveur et la démarrer en quelques secondes. Alors, ça peut paraître un peu luxueux, mais finalement, c'est quelque chose qui va permettre de déployer extrêmement rapidement, y compris sur des environnements. Sur la production, on n'a pas forcément besoin de déployer en quelques secondes, parce qu'on ne déploie pas toutes les heures ou plusieurs fois par jour, mais sur des environnements d'intégration, de test, de dev, on va être capable de déployer très, très, très régulièrement, et on va le voir après, y compris aussi sur son poste de travail. Ça, c'est assez important. Les outils qui sont liés au container, on en connaît un principalement qui est Docker, évidemment. On parle aussi d'outils qui sont un petit peu moins connus, comme Rockit, par exemple, ou Cryo, qui sont des environnements d'exécution qui sont apparus un petit peu après Docker, et qu'on, comment dire, traiter un peu les lacunes de Docker, surtout en termes de sécurité à l'époque. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que les environnements d'exécution qu'utilisent Docker ou les autres sont totalement standardisés. Ça a été une des initiatives de Docker, c'est de standardiser, normaliser les différentes interfaces et les environnements d'exécution. Ce qui a permis justement de voir apparaître un certain nombre d'outils alternatifs sur cette technologie-là. Un autre point conteneur, c'est la capacité de spécifier le contenu de ces containers sous la forme d'un fichier de spécification. Alors, on n'a pas parlé d'infrastructure as code jusqu'ici. C'est un des outils de Docker, notamment, qui permet justement de remplacer les outils de gestion de configuration dont on a entendu parler un petit peu jusqu'ici, comme Puppet, Chef, etc., qui permettent justement de configurer de manière automatique son infrastructure. Docker a un petit peu écrasé ces outils-là grâce notamment à cette fonctionnalité qui permet de spécifier dans un fichier qu'on appelle, dans le cas de Docker, un Docker file, où on va spécifier tout le contenu et tout ce qu'on va exécuter à l'intérieur du container. Donc finalement, on va avoir une spécification qui décrit, qui documente en partie le container. Et on parlait de DevOps tout à l'heure, c'est un des outils sur lesquels les deux équipes, développeurs et opérations, vont devoir travailler en même temps.
enfin du moins sur le même fichier. On va voir qu'on fait apparaître à l'intérieur une base de système. On le voit avec la première ligne qui permet de descendre un système Ubuntu. On part d'un socle qu'on connaît, on installe ces différents middleware, un serveur web comme Nginx ou un serveur d'application Tomcat. On récupère son artefact de développement, donc son application, on le place à l'intérieur du container et les ops reprennent la main pour décrire comment comment l'application va être démarrée, exécutée, avec un certain nombre de variables d'environnement qu'on peut incruster au passage. C'est extrêmement important puisque ce fichier va avoir va être attaché au cycle de vie de l'application. Il va être hébergé à l'intérieur du code, du repository de code de l'application. Et donc, il va suivre exactement le même cycle de vie. Si on revient 2 mois en arrière sur son application, 2 mois de commit en arrière, on va retrouver un Dockerfile qui correspond à cette version. Donc, il va évoluer nécessairement à la bonne vitesse et il va être systématiquement fonctionnel, tout simplement parce que avec des Dockerfiles, et avec Docker au général, je disais qu'on on va les faire tourner évidemment sur les environnements de développement, d'intégration, voire de production. Mais sur le poste de travail de l'utilisateur, jusqu'ici, on a connu, il y a même eu un certain nombre d'outils qui a aidé, des machines virtuelles qui tournaient sur les postes des développeurs. On a tous connu ça. Il y a les développeurs qui demandent énormément de RAM sur leur machine, tout simplement parce qu'ils doivent faire tourner un certain nombre de machines virtuelles pour reproduire l'environnement de production cible. Et on se retrouve en production avec des décalages parce que finalement l'environnement de production n'est pas exactement, ça marche pas sur l'environnement de production alors que ça marche sur la VM du développeur, tout simplement parce qu'il a fait quelques petites modifications qu'il a oublié de transmettre aux opérations. Et bien avec les Dockerfiles, ça n'existe pas. Il va faire tourner ses containers sur son poste de travail. Et ça va être exactement cette même spécification qui va être utilisée en production. Il va utiliser le même Dockerfile, il n'y a aucune raison qu'il en utilise une autre, parce que c'est léger, parce qu'il peut le faire tourner facilement et rapidement sur son propre poste, c'est beaucoup plus léger, et du coup, il n'y a aucune raison que ça soit pas seul qui sera utilisé également en production. Et ça, c'est un point extrêmement important. Quand on parle de Docker, on parle évidemment d'une seule et même machine qui permettent de multiplier les containers sur une seule et même machine, mais très rapidement, surtout quand on envisage de le déployer en production, on va parler d'orchestration de containers, tout simplement, parce qu'il va falloir gérer les couches de stockage pour qu'elles soient redondantes, les couches de réseau pour qu'elles soient étendues sur l'ensemble on va dire, des hyperviseurs, des hosts de containers. Et puis, avec un certain nombre d'outils pour gérer le pool de ressources que représente l'ensemble du cluster, et des outils qui permettent de redémarrer les containers lorsqu'ils crashent ou lorsqu'il s'agit d'en déployer un petit peu plus. Ces différents outils, il y en a un qui évidemment sort du lot, qui est Kubernetes. Aujourd'hui, on a entendu parler ces derniers mois de Mesos et de Docker qui a son propre outil qui s'appelle Docker Swarm. Cependant, c'est des outils qui s'effacent un petit peu. Kubernetes étant l'outil le plus complet aujourd'hui et qui a le support des cloud providers. Des cloud providers avait son annonce il y a peu de temps, Google évidemment et Azure, IBM, etc. Ne gère pas forcément les autres. Docker compris comment dire, a une fonctionnalité au sein de son offre entreprise qui s'efface petit à petit au profit de Kubernetes. Donc c'est un outil qui n'est pas forcément évident à mettre en place, Kubernetes, mais qui permet d'assurer une forme d'orchestration de l'ensemble de la plateforme de containers. C'est un outil évidemment assez robuste aujourd'hui puisqu'utilisé par les service providers.
et qui permet d'assurer une forme de production sur son environnement de container. J'en ai fini pour être dans les temps. J'en ai fini avec la partie infrastructure. Je peux simplement conclure ce webinaire sur les formes d'accompagnement ou du moins de déploiement que vous pouvez imaginer. Donc, quand on a parlé d'organisation, d'architecture applicative et d'infrastructure, évidemment, c'est pas forcément des sujets qui sont évidents à lancer tous en même temps. Cependant, quand on parle de microservices, on l'a bien vu, les plateformes de containers sont très adaptées et le microservice en soi est très adapté à la méthodologie agile, comment dire, à une organisation en petites équipes. On va voir que finalement les microservices correspondent exactement au schéma d'implémentation de votre organisation agile. On va avoir une petite équipe par microservice dans le cas simple et idéal. Et surtout, les microservices étant autonomes et indépendants les uns des autres, on va avoir exactement cette, euh, cette forme, cette structure au niveau des équipes agiles également. Donc ça, c'est même si c'est pas forcément évident de les lancer en même temps, ça fait un certain nombre de nouveaux sujets à prendre en compte, mais c'est des choses qu'il faut évidemment regarder. Donc il y a une notion d'organisation à prendre en compte à la fois sur l'organisation de ses équipes vis-à-vis de l'architecture applicative. Donc ça fait appel évidemment à un certain nombre de coaching parmi vous. Il y a pas forcément d'aujourd'hui de projets en mode agile. Il y a évidemment un accompagnement potentiel à réaliser au sein de vos équipes. On parle de coaching. Et puis ensuite, il s'agira d'accompagner les équipes sur les bonnes pratiques, sur les outils qui vont vous permettre de déployer rapidement vos microservices et avec les bonnes technologies, on parle de patterns, les bons motifs pour développer des microservices, de bien démarrer, de bien bootstrapper ces outils. Et finalement, il s'agira ensuite d'optimiser son architecture, son infrastructure au global, grâce à des outils de supervision, grâce à des outils de traçabilité qui sont pas forcément simples à mettre en place dès le démarrage, mais qui permettront d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble de ces services et une meilleure maîtrise de l'ensemble de ces microservices. C'est évidemment des choses sur lesquelles on serait ravi d'échanger avec vous et potentiellement sur lesquelles on peut évidemment vous accompagner, que ce soit en termes de coaching sur vos équipes de développement ou de l'organisation en sens général, et sur les notions d'architecture applicative et de déploiement. Je passe sur nos références. Je vous laisserai les consulter potentiellement en vous envoyant la présentation. Je vous remercie en tout cas de votre présence à ce webinaire. J'espère qu'il vous a intéressé. J'espère que c'est des sujets qui vous intéressent autant que nous. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu encore une fois à l'invitation. N'hésitez pas à poser vos questions, toujours par le chat. Sinon, vous avez évidemment nos coordonnées pour échanger de manière plus approfondie avec nous. Merci à vous et en vous souhaitant une très bonne journée.